Je vous propose d'avancer. Connexion réseau public, Samir l'avait introduit tout à l'heure. Bien évidemment, si vous êtes dans un site urbain ou en périphérie de la ville, en fonction des puissances requises par rapport à votre projet, que ce soit chauffage gaz, que ce soit la puissance électrique, ainsi de suite, on peut être amené, dans certains cas, comment dire, à réaliser, par exemple, des ouvrages de connexion qui seront beaucoup plus onéreux. C'est pour ça que le certificat d'urbanisme, lui, il est important, puisque dans les certificats d'urbanisme, vous allez déjà anticiper toutes ces questions. Vous allez rencontrer la mairie, vous allez vous poser toutes les questions nécessaires qui vont pouvoir quantifier le coût de ces connexions. Mais ça peut être, il peut y avoir vraiment des surprises assez désagréables quant à tout ce qui est réseau de connexion. Alors pour ce qui est de la taxe d'aménagement, a priori vous n'êtes pas assujetti à cette taxe, mais il se peut en effet que par rapport à des projets vous avez d'autres taxes qui peuvent être mises en place par des communes ou des agglomérations. On a une ligne suivante qui est l'aléa. Alors ça... Par exemple, sur la partie connexion réseau public, vous pouvez charger aussi soit l'architecte, soit l'OPC de vous accompagner sur ce point. C'est quand même des questions un peu techniques, donc n'hésitez pas là aussi à inclure éventuellement dans le contrat. Alors dans le montant total de l'opération en TDC, donc en toutes dépenses confondues, on intègre dès le départ, et là c'est aussi une convention, un montant d'aléa, donc qui est au départ du projet qui est à 10, hein, 10%. Et au fil de l'avancement, donc quand on bascule sur des phases d'études où on avance dans le projet en APS, en APD, une fois qu'on ouvre les plis des appels d'offres, vous avez une enveloppe qui s'affine et qui se précise. Et donc ces aléas ont tendance soit à se réduire, plus vous approchez de la construction, et plus vous avez un montant qui est plus fin. Hein. Donc aujourd'hui, on intègre dès le départ dans cette enveloppe un montant d'aléas qui est de 10, qui peut être de 7, qui peut être de 8, mais en tout cas, il est bon d'intégrer cette enveloppe parce que tout projet immobilier peut générer quelques surprises et qui ont vite un impact financier. Il y a plusieurs questions. Oui, je voudrais revenir sur la connexion au réseau public. Ouais. Ce n'est pas une simple question de coût, bien sûr, il y a le coût, De faisabilité. mais de plus en plus, il y a une question de respect des délais par les concessionnaires. Et là, Ce deviennent des négociations de plus en plus difficiles, et nous qui avons des contraintes de mise en exploitation extrêmement rigides, il faut prendre toutes les précautions pour que l'électricité... il faut vraiment s'y prendre à l'avance, tout à fait, oui. Ça devient de... Ouais, c'est vrai qu'on est ça devient de plus en plus difficile parce que nous avons des interlocuteurs d'abord qui deviennent de plus en plus multiples. Pour l'électricité, il y en a 2, et ainsi de suite. Et qu'eux-mêmes ont des contraintes. Donc il est très important de bien voir très en amont. Ouais. Et d'où l'importance de demander un certificat d'urbanisme opérationnel, ce qui vous permet aussi de voir en effet quels sont les réseaux disponibles à proximité de votre parcelle ou pas. Et à partir de là, en connaissance de cause, vous pouvez déjà travailler dans la phase étude toutes ces questions de raccordement concessionnaire. De faisabilité. Et de faisabilité. Des études. Donc il faut sur certaines opérations, en effet, quand vous avez en fait devant vous des concessionnaires ou des mairies qui sont un peu hésitantes et autres, il ne faut vraiment pas essayer, il faut pas négliger cette phase. En effet, vous avez complètement raison. Et même travailler, je dirais, à perte en lançant des études nécessaires pour qu'on puisse anticiper justement tout retard. D'autant plus que si vous livrez un bâtiment en ERP, ce qui est la plupart des cas, si vous n'avez pas la connexion définitive au niveau du gaz ou de l'électricité, surtout entre les caligaz, entre les consuels, ainsi de suite, ils sont un peu simplifiés, la commission de sécurité, elle aura du mal à réceptionner votre bâtiment. Donc voilà. Une autre question? Oui, vous nous parlez d'aléas à un montant de 10% des travaux
commission, ce qui n'est pas rien. Quel est le contour de cette enveloppe d'aléas? Est-ce que vous entendez des choses qu'on va découvrir, par exemple, on va découvrir une grotte souterraine, voilà, par exemple. Est-ce que vous y intégrez aussi les TS? Est-ce que vous y intégrez aussi d'éventuelles non-précisions de l'architecte dans son oui. C'est une question très très judicieuse. En effet, on va le dérouler dans la slide suivante au niveau de la conduite d'opération, mais c'est tout à fait ça. Vous pouvez faire une petite différence en met une moyenne des 10, par exemple pour une réhabilitation. Si la réhabilitation est compliquée ou c'est une réhabilitation lourde, ainsi de suite, on peut être plutôt entre 10-12, peut-être un tout petit peu plus. Par contre, une construction neuve, si on a le sol qui est bien maîtrisé, si c'est une construction assez simple, on peut partir à vite. Je vais jusqu'au bout de la question. S'il y a des oublis dans le cadre du CCTP, alors, justement, qui entraînent des... On va faire cette différence entre les travaux supplémentaires et les travaux modificatifs. Et les conséquences, tout à fait. Ouais. Ça va dépendre de la formalisation du contrat et puis l'ordre de prévalence. Mais on en parlera après par la suite dans la conduite d'opération. On va y répondre à cette question. Très rapidement pour finir, donc on a équipement mobilier, déménagement. Bien évidemment à vous de voir si vous l'incluez, si c'est un budget séparé ou autre, mais il ne faut pas omettre en effet ces deux points. Équipement, on peut faire la différence entre du mobilier ou équipement immobilisable, type, je sais pas moi, des cuisines, des hautes aspirantes, des paillasses d'un labo technique, et du mobilier table et chaise classique, avec les durées d'amortissement qui ne sont pas du tout les mêmes. Bon, le déménagement, ça parle tout seul. L'actualisation, sur un projet de longue durée, vous pouvez avoir une indexation du coût de la matière première et on a eu quelques expériences là-dessus aussi. Donc en général, on prévoit 1 ou 2% d'indexation par rapport toujours en montant hors taxe travaux. Ça s'applique beaucoup sur des projets qui sont phasés et qui sont très longs. Donc dès le départ, vous intégrez une enveloppe de 1 à 2% pour parer à ces évolutions en fait, tarifaires. Donc encore une fois, en fait, l'architecte ne lui communique que le coût des travaux. Tous les autres coûts, c'est un document interne, bien évidemment, mais qui participe au montant total de votre opération, de manière à pouvoir l'exprimer clé en main en toutes les dépenses confondues. Et n'oublions pas donc la TVA, qui elle peut aller jusqu'à 20% du projet, du coût du projet. Donc c'est pas négligeable. Vous avez après des possibilités de bénéficier à des taux réduits, mais ça peut peser pour 20% du projet. Oui. Juste un détail sur votre diapo, je reviens à l'étude préparatoire. J'entends que vous pouvez dire autre, hein, bien sûr. Il y a un sigle qu'il faut absolument mettre, vous savez, c'est 3 lettres, c'est ABF. Je crois qu'il serait bien de le faire figurer, parce que, hélas, ou heureusement, mais plus souvent, hélas, ça coûte très cher. Donc, moi, je mettrais juste le petit signe ABF avant autre. Voilà. Ah ouais, vous avez raison, il faut de toute façon, en amont du permis de construire, du dépôt de permis de construire, on invite toujours sur un diapo. Oui, bien sûr. Voilà, et dans le certificat d'urbanisme, je répète, vous avez toutes ces informations qui sont là. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas exhaustive. Hein. Oui, elle n'est pas exhaustive. Mais ABF, c'est... Donc vous avez beaucoup d'autres points. Quelques expériences. Donc nous allons parler des surfaces, du coût de construction, et bien souvent, donc le propriétaire du foncier est différent de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, de façon conventionnelle aussi, on parle d'un équivalent loyer immobilier qu'on utilise pour pouvoir objectivement, en tout cas, comparer des solutions qui peuvent être différentes. L'équivalent loyer immobilier se calcule de façon assez simple. Hein, vous prenez donc les amortissements de la construction, donc qui englobe toutes les dépenses, maître d'œuvre, bureau de contrôle, enfin toutes les dépenses du projet, donc de façon annuelle. Hein, donc vous avez une dotation annuelle qui est prise en compte. Vous rajoutez à cela les charges financières si vous avez emprunté.
Hein, ça peut arriver voilà, sur des gros projets qu'on emprunte. Donc, vous avez des charges financières annuelles qui sont intégrées dans votre budget de fonctionnement au GEC. Vous pouvez avoir la taxe foncière à supporter en tant qu'utilisateur. Ça dépend après des baux qui sont rédigés. Il y a la question de la provision pour gros entretien qu'il faut intégrer si on va avoir une discussion transparente, en tout cas, avec son propriétaire foncier. Et c'est important d'intégrer ces éléments et éventuellement des frais de gestion qui peuvent être facturés dans un équivalent loyer. C'est vraiment important d'avoir toutes ces bulles pour pouvoir avoir une discussion en toute transparence avec son propriétaire. Parce que dans le montage du projet, vous pouvez avoir beaucoup de situations qui sont assez divergentes, où vous avez un OGEC qui a des financements type subvention qui intègre donc une partie ou toute partie du financement de la construction. Et là, ça devient compliqué de savoir qui doit prendre quoi en charge. Parce qu'en effet, aujourd'hui, la subvention ne peut être versée qu'à un OGEC, et pas forcément à un propriétaire foncier. Donc, les rôles sont un petit peu entrecroisés, et l'équivalent loyer, donc, qui est bien par rapport à un mètre carré surface utile, hein, on parle bien du mètre carré surface utile, comme pour des bureaux, hein, vous louez des bureaux, vous avez une comparaison en surface utile sur ce type de projet. Donc si vous avez en effet un équivalent loyer, alors là vous l'avez par an, vous pouvez le faire aussi par mois, hein, vous divisez par 12 et vous avez votre équivalent loyer par mois. Sur un projet, vous avez donc un équivalent loyer de 10 euros. Mais l'investissement qui a été fait est porté à 50% par le GEC. Ça veut dire que vous avez financé 5 euros sur ces 10 euros. Le propriétaire, en toute transparence, hein, vous travaillez à livre ouvert. Le propriétaire ne pourra pas vous demander 10 euros au mètre carré. Il va vous demander les 5 euros et il faudra bien définir qui porte la provision pour gros entretien. En règle générale, c'est du rôle du propriétaire, c'est du long terme. C'est du long terme. Et ça permet d'engager une discussion tout à fait transparente sur qui doit porter quoi. À partir du moment où vous avez une transparence sur cette notion d'équivalent loyer, vous pouvez tout à fait la combiner en fonction du portage propriétaire-utilisateur. Et si en effet un propriétaire n'a pas les moyens d'assurer son rôle de propriétaire en provision au gros entretien, soit en effet vous l'intégrez dans votre budget de fonctionnement et vous réduisez, on va dire, le coût du loyer, de montant du loyer. Alors, pour information, la provision gros entretien, un ordre de grandeur, c'est 1% du montant de construction. Ça évolue, hein. Ça peut être 0,8, ça peut être 1,2, ça dépend du type de construction, mais vous avez une enveloppe d'1% à peu près chaque année, hein, pour pouvoir, on va dire, anticiper le renouvellement des différentes composantes. Et là, après, c'est bien caractérisé dans les baux que vous formalisez, où vous avez donc le rôle de chacun et la prise en charge du propriétaire et du locataire. Donc vous déterminez bien qui prend quoi, hein, parce que c'est quand même très important lors de la rédaction du bail, de savoir qui a la charge de quoi. Et puis, vous avez alors des frais de gestion qui peuvent être à zéro, mais en tout état de cause, un propriétaire qui doit gérer, on va dire, la provision pour gros entretien, si c'est lui qui a contracté un emprunt, il a quand même des frais de gestion qui peuvent être facturés dans l'équivalent loyer. Alors ils sont de 0,1, 0,2, c'est de la négociation, hein, mais ils évoluent en fonction du propriétaire, parce que dans la provision gros entretien, quand vous avez signé un bail, il est bon d'intégrer une réunion annuelle sur l'état du solde de ces provisions qui sont destinées à renouveler l'équipement. Si vous prévoyez une fois par an, avec votre propriétaire, une réunion
où vous faites le bilan de ce qui a été donc provisionné et de ce qui a été réalisé. Ce qui permet d'avoir une connaissance parfaite de la provision et éventuellement, dans Bobo, d'intégrer aussi éventuellement, non pas on va dire, qui prend quoi en charge, mais aussi le taux de vétusté qui est important. Il faut vous mettre d'accord sur le taux de vétusté pour ne pas avoir à discuter, négocier avec votre propriétaire. Si vous dites que votre vétusté est à 15 ans, vous n'allez pas venir au bout de 5 ans pour lui demander d'intervenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des discussions qui sont à traiter en amont, en toute transparence, avec cette notion d'équivalent loyer, et en fonction des financements qui sont souvent issus de conseils départementaux ou régionaux, si l'utilisateur se substitue, on va dire, au propriétaire, la discussion est équilibrée, transparente, et permet à l'utilisateur d'avoir une activité pérenne dans le temps, et au propriétaire de pouvoir jouer son rôle de propriétaire quand il aura renouvelé certains équipements. Donc c'est une notion importante, et tout ce qu'on a vu auparavant, donc les mètres carrés, les travaux, vous permet d'avoir cette approche qui est un peu différente de l'équivalent loyer en gestion, hein, qui n'est pas la même, mais cet équivalent loyer vous permet aussi d'avoir des comparaisons entre, éventuellement, le choix de louer ou d'acquérir. Puisque vous avez un comparatif au mètre carré. Au mètre carré, vous avez le comparatif d'une location, qui serait son coût au mètre carré, et éventuellement d'une construction, qui serait ramenée au coût au mètre carré. Oui. Ce qui manque juste là, c'est pas un proche, c'est un exemple concret qui vient de la nature du bail. La nature du bail. Après. Oui, et surtout, depuis 2014, ce qu'on appelle de loi Pinel. Donc, ce serait intéressant d'avoir un impact avec la loi Pinel sur l'équivalent loyer de votre bail. Ça c'est du concret. Alors après, la loi Pinel est qui date de 2014. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est bon de savoir, c'est de quoi on parle. Et pour avoir vécu, on va dire, ces discussions avec des propriétaires, parce qu'il y a des propriétaires qui vous demandent un taux de rentabilité financier de leur foncier. Si c'est un particulier, il est en droit de vous demander un taux financier. Donc un taux financier, un rendement interne de 3-4% qui va intégrer. Mais par contre, vous aurez la possibilité de le détecter. Parce qu'en fonction du coût de l'équivalent loyer, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et si en effet il y a un taux de rendement de son foncier, vous le verrez. Et ça nous permet vraiment, ce comparatif, on a après des outils mais qui sont un peu plus complexes, de déterminer les éventuels, alors là je vais rentrer un peu dans des valeurs résiduelles que le propriétaire fait supporter à son locataire. Donc après c'est des montages financiers immobiliers qui sont assez complexes, mais qui vous permettent d'identifier où sont les éventuelles marges de manœuvre et de voir en effet que les discussions, bien souvent, sont déséquilibrées parce que vous avez des personnes qui ne sont pas au fait justement de ces montages qui sont de plus en plus élaborés. Soyez précis, ce que permet la loi de faire supporter à son locataire. Oui, mais on le sait bien que vous avez des propriétaires fonciers qui n'ont pas la possibilité financière de jouer leur rôle. Par contre, c'est bien souvent par des situations antérieures, historiques, par des commodats qui étaient donc laissés à la charge des OGEC et qui donnaient peu de moyens aux propriétaires pour pouvoir solliciter après son utilisateur. Donc c'est vraiment, à travers la notion conventionnelle d'équivalent loyer, de répartir le rôle de chacun, mais toujours en pouvant discuter éventuellement en fonction des financements, enfin d'autres aspects que je n'évoque pas, mais ça permet d'avoir un discours franc et de voir ce qu'on peut attendre d'un propriétaire et ce qu'on peut attendre d'un utilisateur d'activité. Alors, on va... Ah oui.
de cette discussion, dans cette négociation entre locataires et propriétaires, il y a un élément nouveau qui est apparu depuis quelques années, qui sont les impositions réglementaires à venir. Nous l'avons vu avec les mesures pour l'accessibilité. On ne sait pas quelles sont les mesures, mais ce dont moi je suis certain, c'est qu'il y en aura de plus en plus. C'est évident, transition énergétique, développement durable. Comment est-ce que vous l'intégrez dans cette relation propriétaire-locataire, sachant qu'ils vont peser, je pense, de plus en plus lourdement? Alors, en effet, les mises en conformité, alors quand vous avez un nouveau bail, vous travaillez ça de façon très claire, hein, les mises en conformité par rapport à la réglementation sont souvent à la charge du propriétaire, dans les nouveaux baux. Dans les nouveaux baux, c'est souvent la charge des propriétaires, et c'est pour ça qu'on leur demande, aux utilisateurs une provision de gros entretiens ou de grosses réparations. Ça dépend. Mais ça peut être en effet une discussion. C'est-à-dire, même si en effet, dans les faits, ça va vers un propriétaire, in fine, ça peut être un sujet de discussion avec son utilisateur en fonction de sa capacité financière. Mais après, on rentre dans du détail juridique. Donc, j'ai envie de dire, en effet, on a en fonction de l'activité, parce que vous louez un bien qui doit répondre à une activité, avec une destination, une activité spécifique. Et vous devez lui permettre d'avoir cette activité. Donc, en fonction de la destination de la construction, le propriétaire est tenu de délivrer un bien. Alors, lors de la livraison conforme à la réglementation, et s'il y a des évolutions, à déterminer qui doit prendre en charge, et si c'est du rôle du propriétaire, vous l'intégrez dans la question de l'équivalent loyer pour que le propriétaire puisse jouer son rôle. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est un document, enfin c'est un travail plutôt juridique de répartir, on va dire, les rôles de chacun. Ouais. Le problème, c'est que c'est notre préoccupation numéro 1 depuis l'an dernier. La journée immobilière n'a pas répondu à cette question, l'année dernière n'a pas répondu, et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle n'y répond pas. Non. Pour nous, les propriétaires, notre préoccupation majeure, c'est la question du type de bail, des modalités qu'on doit passer. C'est ce qui sera vu cet après-midi. On parle d'un projet immobilier de façon très opérationnelle. Après, il y a des aspects juridiques que je laisse aux spécialistes, aux juristes. Simplement, je voudrais apporter un complément à ce que dit Samir. C'est vrai que maintenant, actuellement, beaucoup d'établissements sont sous promoda ou mis à disposition parce que c'est pas plus mal, parce que si c'est bien suivi, les travaux sont bien faits par les hôtels en fonction de leur capacité et les établissements sont en bon état. Ce n'est pas partout le cas, malheureusement, parce qu'on n'a pas suivi en effet l'investissement qui aurait dû être fait. Mais donc si vous êtes sous un promoda, si vous passez dans un bail commercial, la loi s'applique, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on loue, que ce soit un bâtiment scolaire, que ce soit un bâtiment, je veux dire une charcuterie, qui reçoit du public, il faut que le propriétaire qui loue un bien pour un ERP, donc un bâtiment recevant du public, lorsqu'il le loue pour la première fois, eh bien, ce bâtiment soit conforme aux règles d'accessibilité, etc. C'est donc à la charge du propriétaire au départ. Alors, il y a des cas de jurisprudence, c'est-à-dire où on a fait payer aux locataires les travaux d'accessibilité, c'est arrivé. Cette société a déposé le bilan 5 ans après. L'administrateur judiciaire désigné a vérifié que, en effet, ces investissements qui avaient été faits par le locataire auraient dû être faits par le propriétaire, et donc a condamné à récupérer l'argent qui manquait pour payer les créanciers sur le dos du propriétaire, puisqu'il n'avait pas respecté. C'est des cas de jurisprudence qui se sont passés dernièrement. Donc ce n'était pas comme une école, mais c'était pour des bâtiments recevant du public. Donc il faut faire très très attention au montage qui est fait.
Quand c'est nouveau, quand ça existe, c'est pas tout à fait pareil. Justement, pour compléter la question de M. Morisset, je ne sais pas si vous pouvez répondre cet après-midi. J'entends pas. Je vais parler plus fort. Par rapport à l'année dernière, justement par rapport aux travaux d'accessibilité, une réponse qu'on n'avait pas en partant l'année dernière, et il reste encore un peu plus de flou sur le sujet, c'est pour, donc, pas pour des projets de construction, mais pour l'existant, quelle que soit finalement la relation entre le propriétaire et l'OGEC, c'est la mise en conformité liée à l'activité et à la DAP, comment se partage, enfin qui doit assumer quoi. Et aujourd'hui, enfin, on cherche, et par rapport à ce que vous nous donnez, on nous dit bah, référez-vous au bail, mais le bail, voilà. Ouais. Alors, nous, pas, malheureusement, c'est ou au Comoda, enfin, c'est pas très clair. On a eu cette question, mais je vais essayer de répondre à monsieur. On a eu cette question notamment sur des établissements qui ne dépendent pas du tout de notre activité, qui sont souvent des immeubles de rapport, où on a des locataires, donc des commerçants, qui nous ont donc sollicités pour effectuer des travaux. Si les travaux étaient des aménagements, donc sur du court terme, propres à leur activité, ils le prenaient en charge. Par contre, si ça nécessitait de faire des travaux structurels importants, la Fondation prenait en charge la partie structurelle. Donc, les engagements long terme propriétaires, les engagements moyen terme aménagement locataires. En clair, une devanture de magasin, une devanture de magasin, c'est pour le magasin. En clair, une devanture de magasin, c'est pour le magasin. Sauf si vous touchez la structure. On va laisser les services juridiques traiter la question, parce que nous, c'est vrai qu'on traite indirectement ces questions. On a quelques réponses, mais on les laissera répondre cet après-midi, ou sinon on va faire la réunion. En gros, si c'est l'ascenseur, c'est normalement pas le locataire qui doit le faire. Si c'est des panneaux d'affichage ou même peut-être une rampe d'accès, c'est peut-être le locataire. Mais les gros travaux, là, le code civil précise en effet que les gros travaux sont affichables. C'est en gros, c'est ça. Bon, c'est pas défini, mais c'est une histoire ensuite intelligente, puisque on ne va pas demander aux propriétaires de payer le panneau signalétique qui indique l'accès des handicapés. D'accord. On va poursuivre. Alain, si tu veux bien. On va continuer sur la conduite d'opération, parce que c'est quand même assez complexe. Et aujourd'hui, on vous montre un petit peu un processus de pilotage d'une opération dite classique, parce que en construction ou réhabilitation, ça peut être le même processus. Alors quand je dis classique, c'est en règle générale un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre et des allotissements, c'est-à-dire des lots séparés. Voilà ce qu'on appelle un montage classique, hein, donc par lots séparés. Après, vous n'avez pas que ce seul montage, puisque vous pouvez tout à fait entreprendre ce même type de process avec une entreprise générale dans la consultation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul montage. Vous avez donc ce type d'opération. Vous pouvez avoir des opérations en CPI, alors contrat de promotion immobilière, c'est-à-dire que vous allez travailler le programme de façon très formelle, signer avec le contrat avec un constructeur, et ensuite le constructeur va procéder à la construction du bâtiment et vous livrer le bâtiment. Ou à d'autres montages qui sont la VFA, hein, la vente en futur état d'achèvement, mais qui n'est pas très approprié en tout cas pour l'enseignement catholique, mais vous avez le BFA, le bail en état de futur achèvement, et celui-ci est plus adapté. Alors, la différence de ces montages, si on les compare, on peut éventuellement dire que le montage classique, c'est la base 100. Si vous passez en entreprise générale, c'est-à-dire que vous ne faites pas un appel d'offres avec différents lots, il est vraisemblable que vous passez à 111. Si vous passez
sur un CPI ou sur un BFA, vous allez être plutôt à 120, 125, parce qu'il va falloir intégrer la marge du constructeur ou du bailleur. Donc la question en fait de savoir, c'est est-ce qu'on est bien dimensionné pour poursuivre ce projet en fonction des différents montages constructifs, et si vous avez besoin d'être assuré, vous transférez le risque sur un CPI, où lui a donc une obligation en termes de calendrier, en termes de construction, et si en effet il y a un écart, il en assume seul la conséquence. Bien sûr, il faut qu'en amont, tout le travail de programmation ait été fait de façon très précise. Vous pouvez préciser CPI? Contrat de promotion immobilière. Merci. Hein, on peut faire construire une école par un constructeur. Ça nous arrive de faire construire soit une école ou un lycée par un contrat de promotion immobilière ou autre construction. Mais du coup, ça veut dire que le transfert de risque va vers le constructeur. Ça vous coûte plus cher, mais vous transférez le risque en fonction du montage constructif que vous souhaitez. Hein. Parce que même si vous êtes avec un maître d'œuvre en montage classique, ça vous génère quand même quelques moments de stress sur quand vous recevez les dossiers de consultation, quand vous recevez sur les différentes phases d'études, vous êtes sollicité et vous devez répondre et vous engagez formellement aux différentes étapes. Ça nécessite une implication en temps. Ça nécessite une implication en temps, en durée et en compétences et en personnes, en moyens humains. Donc il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. Il y a des solutions. Alors en France, on n'a pas 15 000 contrats. Vous pouvez passer en Angleterre, vous avez à peu près 200 contrats. En France, vous en avez 6-8. Et après, vous les adaptez en fonction des cas particuliers. Mais voilà, les montages constructifs sont là. Et ensuite, en fonction des capacités, on va dire en termes d'équipe de montage de projet, vous pouvez opter pour l'une ou pour l'autre. Tout en sachant que vous en avez qui sont plus onéreuses que d'autres. Voilà. Mais en transférant le risque vers d'autres interlocuteurs. Alors, le pilotage d'une opération immobilière, on peut la résumer en 4 étapes. Il y a la première étape qui correspond au lancement du projet, lancement donc, des études, les travaux et la phase réception qui est ici. Le lancement des études, le lancement du projet, tout dépend de votre gouvernance. On a essayé de résumer la première partie qui est donc la constitution éventuellement de l'équipe des pilotages qui est constituée d'un directeur, d'un président, d'un responsable immobilier régional et éventuellement des personnes qui vont faire partie de la commission pour prendre un certain nombre de décisions tout au long du projet immobilier. Cette équipe va également, bien évidemment, être en charge bien en amont de concevoir la commande. On en a parlé tout à l'heure, on ne revient pas dessus. Une fois que cette commande avec l'ordre de grandeur et puis l'évaluation de la durée a été figée, on va partir sur une consultation de maître d'œuvre. Il est important de faire un appel à la concurrence. On évite souvent du gré à gré. Et comme on le disait, si un maître d'œuvre vous accompagnait au début sur l'expression du besoin, il est important que ce soit un autre maître d'œuvre qui prenne le relais pour qu'il ne soit pas jugé parti et qu'il ne vous oriente pas éventuellement sur de la facilité à laquelle lui, il a peut-être une certaine façon de mettre en œuvre, mais qu'il exprime vraiment, en fait, dans le cadre de l'interprétation de votre commande, vraiment le besoin que vous avez exprimé. On a des petites images comparatives qui sont assez amusantes. Par exemple, vous commandez une voiture de course, l'architecte, en fonction de ce que vous avez décrit, va comprendre que c'est une camionnette. Et finalement, lorsqu'il va transcrire tout ça à des documents, des dossiers de consultation aux entreprises, les entreprises auront compris que c'est un bus et finalement, à la fin, vous allez recevoir une brouette. Donc en fait, la commande est vraiment importante et il faut vraiment la figer de manière la plus précise possible.
Donc, la consultation des architectes est également une phase importante. C'est vraiment le dialogue que vous allez mettre en place avec cette équipe tout au long de l'opération. Il est important, pendant la phase des travaux, de monter une bonne cohésion entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, de manière à ce que les entreprises sentent qu'il y a une fusion de ce côté. Minimum 3 architectes, il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir une charge de travail qui fait que finalement il y a un des deux qui se retire. Donc plus vous consultez l'âge, mieux vous aurez plus vous aurez des réponses. Une fois que la consultation a été faite, là le programmiste par exemple peut vous accompagner également sur cette étape. Vous préparez une synthèse et de manière à ce que la personne responsable du marché puisse valider in fine le choix définitif. Avant de signer, vous négociez avec l'architecte bien évidemment tous les taux d'honoraires nécessaires, on revient pas là-dessus, tout ce qui est compris bien évidemment dans son contrat, de manière à ce que la suite des opérations soit la plus fluide possible. Donc on signe les contrats avec l'architecte et à partir de là, l'architecte peut commencer à transcrire par une esquisse et lancer en même temps la phase diagnostique. On disait tout à l'heure, vous avez un bâtiment existant, donc il faut qu'il ait une parfaite connaissance en fait du bâtiment. Je prends cet exemple. Vous avez une habitation que vous transformez après en bureau. La charge pondérale de l'escalier, du plancher n'étant pas la même, si l'architecte ne prend pas en compte les sondages, les épaisseurs de plancher ou la nature du plancher, bien évidemment, le coût, le calendrier va en dépendre. Donc la phase diagnostique est importante sur l'existant. Elle peut être également importante sur intervenu, puisque bien évidemment, il est amené à analyser le PLU, toutes les contraintes liées à ce terrain, les études des sols que vous allez... Donc il va vous demander un certain nombre de diagnostics aussi de votre côté, de manière à ce qu'il puisse avoir donc la parfaite connaissance du foncier, du bâtiment existant, pour pouvoir en mieux répondre à votre commande. À partir de l'esquisse et pendant toute la durée de progression de la phase d'opération, l'architecte vous doit un estimatif. Bien évidemment, au début, comme nous, il va travailler sur des ratios qui lui sont propres. Ça va vous permettre de vérifier en effet le budget de l'opération. Et la première étape de l'architecte en phase d'esquisse, ça va être de vérifier cette cohérence entre votre commande budgétaire, au volume que vous avez exprimé, les surfaces, et au délai que vous avez donné. Il va vous exprimer un certain nombre je cherche mes mots, d'expressions en fait en dehors de, par exemple, tout dépendra de la nature du sol. Si par exemple, pour pouvoir maîtriser son coût, si vous êtes amené à partir sur des fondations profondes et si vous n'avez pas transmis à l'architecte les études de sol, bien évidemment, il va s'abstraindre de cette contrainte. Il va, dans un bâtiment existant, si vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce qui est audit plan, amiante, termites, mérule, bien évidemment, là aussi, il va lister un certain nombre de choses qui sont comprises et qui ne sont pas comprises dans cette estimation. Voilà. La première étape, c'est vraiment vérifier en phase d'esquisse la cohésion de votre commande par rapport au budget alloué, au délai alloué. Vous pouvez le sentir déjà dans le phase concours, hein, l'expression, je ne sais pas si vous êtes amené à faire, par exemple, dans la phase de concours, une confrontation, une journée d'euros, où vous avez les différents architectes, cabinets qui passent. Voilà, ça peut être des questions primordiales aussi dans cette étape. N'hésitez pas à intervenir, à compléter. Une fois que la phase d'esquisse et diagnostic a été donc figée, avant de passer à la phase avant-projet sommaire, et c'est valable pour toute étape suivante, le maître d'ouvrage doit, donner un cutus, entre guillemets, à l'architecte pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il va lui écrire, en fonction des documents transmis et conformément au contrat, il va lui dire on vous autorise à passer à l'étape suivante, ce qui va donner lieu à la facturation, bien évidemment.
évidemment de cette étape par l'architecte, répartie entre bureau d'études, économistes, enfin bref. Et à partir de là, vous allez lui rappeler également les objectifs que vous lui avez fixés dans le cadre du contrat. Donc, c'est-à-dire que s'il dépasse d'ores et déjà, par exemple, au niveau des surfaces, ce que vous avez projeté, ou s'il dépasse, par exemple, le budget, le coût, vous lui demandez d'amender sa phase esquisse de manière à entrer dans ces contraintes. Et c'est extrêmement important de valider les phases, parce que si vous n'avez rien d'écrit et que vous laissez l'architecte avancer sur son projet, vous allez vous retrouver avec des écarts, alors soit en termes de calendrier, ça peut être le calendrier qui peut prendre un écart, mais ça peut être aussi le coût de l'opération. Donc formalisez bien à chaque phase par un courrier, éventuellement en validant donc les informations de coût calendrier, et en mettant éventuellement quelques réserves sur des aspects qui n'ont pas été traités ou peu traités. Mais ça permet de clarifier, on va dire, là où on en est par rapport au projet. Et c'est important aussi de mettre à jour le montant prévisionnel de l'opération au fil de l'eau, puisque en fonction des phases, vous allez avoir peut-être à rendre compte auprès de votre gouvernance, de rendre lisible en tout cas l'état d'avancement du projet dans ses coûts et dans son calendrier. Donc c'est vraiment en fonction des phases, le petit tableau, parce que c'est un tableau Excel, hein, le prévisionnel de dépenses, est mis à jour par le chef de projet de la construction en interne, est mis à jour à chaque validation de phase, en règle générale, et puis on a une évolution du coût qui s'affine au fil des réunions où on a à restituer, en tout cas, sur l'état d'avancement du projet. Donc, on passe après à l'avant-projet sommaire, où on prend en compte bien évidemment les étapes précédentes. Pour nous, on oblige l'architecte à déposer et concevoir le permis de construire à cette étape, de manière à anticiper sur le délai de l'instruction du permis. On va voir que après on a des recours administratifs, des recours des tiers, des voisins, voilà, de manière à pouvoir, pendant la durée de purge et puis d'instruction surtout du dossier, on obligera l'architecte à déposer éventuellement un permis modificatif si elle. L'objectif étant de déposer en amont. Ils n'aiment pas trop puisque la loi MOP prévoit de déposer le permis de construire à la phase APD, mais ça nous permet d'anticiper sur, puisqu'on parlait des délais de livraison, de manière à respecter ces délais au mieux. Je ne sais pas si tout le monde connaît la loi MOP. Mais... Enfin, le contrat d'architecte type au marché public, ouais, tout simplement. Maîtrise d'ouvrage public. Bien évidemment, dans cette étape, on va étoffer l'équipe de la maîtrise d'œuvre avec un bureau de contrôle. On commence à contracter également là aussi un bureau de contrôle. Le SSI peut venir un tout petit peu plus tard, ainsi que le code interne de sécurité qui vient en phase plus avancée. Oui. Voilà, on le joint aussi en effet à la consultation des entreprises. Il faut qu'il ait le temps de pouvoir en effet étudier les documents. Donc en effet. Une fois que la phase avant-projet sommaire donc là est finie, on actualise donc toujours le budget prévisionnel de son côté. On dépose le permis de construire et on lance la phase avant-projet détaillé. Et là, à partir de là, on peut considérer que l'architecte doit travailler en allotissement. Donc il doit vous fournir, en effet, il sort de la phase ratio, en phase APS, on peut lui demander également hein, déjà de pressentir en fait les différents lots qu'ils vont concevoir. Alors soit vous êtes en lots complètement séparés, soit vous faites des groupements de lots, ou soit vous prenez l'option de passer en entreprise générale,
qui va faciliter en effet le suivi de l'opération en phase travaux à l'architecte, puisqu'il n'a qu'un seul interlocuteur. La phase avant-projet détaillée, donc on rentre vraiment dans le détail, proprement dit, on augmente la taille, enfin les échelles des plans, de manière à pouvoir valider, vérifier votre commande. On va aller plus dans le détail, de manière à pouvoir donc voir si éventuellement l'architecte peut vous apporter en fait un certain nombre de questions qui vont faire évoluer encore votre projet, pas dans les grandes lignes bien évidemment, mais dans les agencements peut-être des circulations ou autres. À partir de là, bien évidemment, court le dépôt des permis de construire, les délais d'instruction qui pour un ERP est des 5 mois. Si vous avez des affinités avec la mairie, ce délai peut être éventuellement réduit, en sachant que le maire ne se substituera jamais à la commission, à l'avis de la commission de sécurité. Voilà. Et accessibilité. Et accessibilité, bien évidemment. Et à l'avis éventuellement de la préfecture qui peut intervenir à tout moment. Tout à fait. Et puis à l'ABF, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ça leur a donné son avis à tout à fait. Moi, sur un sujet très précis, demande de permis acceptée par la mairie, donc 3 mois de recours derrière, et l'avant-dernier jour, la préfecture s'oppose au projet. Tout à fait. Il peut y avoir en effet le... Oui, allez-y. Le maire peut très bien, par connaissance, vous accorder votre permis, et si le permis finalement, qui est attaqué ou pas par un voisin, dans le cadre de la légalité, doit vérifier, enfin la préfecture vérifie les permis, et peut en effet stopper les permis. Mais là, tout à fait. le cas précis, c'est même pas un voisin qui attaque, c'est la préfecture. C'est la préfecture qui casse en effet l'avis du maire. Casse pour une raison de risque de pollution bactérienne. Et au bout de 3 mois de discussion, on s'aperçoit que la pollution bactérienne a été élevée il y a 20 ans sur ce terrain. On a perdu 1 an. Oui, les instances, on ne peut rien récupérer du tout. Tout à fait. C'est comme par exemple les pompiers, on a subi en effet des désaccords entre le lieutenant et le colonel, et ce que le pompier qui a suivi l'opération depuis le début a prescrit comme contrainte, le colonel s'est opposé, oui, budget 50 000 €, mais comme ils n'ont pas de voie hiérarchique et autres, tout avis doit être respecté. Donc en effet, vous avez complètement raison, il faut veiller à toutes ces contraintes, des délais surtout et des décisions. Parce que c'est extrêmement compliqué. L'ABF, par exemple, nous on a eu un recours sur un projet parce que notre demande de permis n'était pas conforme au nouveau plan de sauvegarde du quartier qui n'est paru qu'1 an plus tard. C'est quand même un petit peu difficile de discuter. Et il n'y a aucun recours possible parce que l'ABF ne défend personne à part du ministère de la Culture. C'est difficile d'attaquer le ministère. A priori, vous aurez pu lui opposer le certificat d'urbanisme. Mais si vous l'aviez demandé, puisque sa durée de validité est de 18 mois. Oui, sauf que l'ABF, il est tenu par rien. Et il peut vous dire, monsieur, je suis désolé, mais moi non, ça ne me va pas du tout. Mais l'ABF a un avis consultatif, oui, contrairement à Paris, à la commission de vue Paris. Tout à fait. Et c'est vrai que l'appui de monsieur le maire, s'il veut bien, peut des fois sauver les meubles. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que là, dans le cas dont je parle, le maire nous aide autant qu'il peut, sauf qu'il dit vis-à-vis de l'ABF, je ne peux pas me fâcher, parce que j'ai d'autres intérêts en jeu. Et là, on se retrouve dans un système, on est les victimes. Il y a souvent des aberrations entre, par exemple, l'ABF et la commission de sécurité. Tout à fait. Ça aussi, c'est un éternel débat. Le meilleur conseil, c'est de démarcher vraiment très en amont, de manière à pouvoir expliquer, argumenter. Toutes les réunions qui sont faites dans la limite, bien évidemment, de l'exercice. On est bien d'accord. Il faut savoir, moi je parle d'un projet dont la première demande de permis a été faite en 2011. Et on a eu le permis définitif en fin 2015. Donc il a mis du temps pour y arriver. Le recours.
Oui, les recours, il y a deux types de recours. Il y a le recours des tiers et il y a le recours administratif. Donc c'est à bien distinguer. Complètement. Et le recours, on avance un tout petit peu, le recours des tiers, donc il court 2 mois après l'affichage et le constat par un huissier du permis obtenu, par notre chantier, du permis de construire, pardon. Et le recours des 3 mois, le recours administratif, la date de départ, c'est l'obtention du permis de construire, l'affichage en mairie, ainsi de suite. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est difficile de s'abstraire de ces recours. Et il faut vraiment les anticiper au niveau du calendrier. Et purger, bien évidemment, attendre la purge des recours pour pouvoir commencer les travaux.